Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Merci de nous avoir rejoints pour ce début d'après-midi consacré à la holding. Donc, vous inquiétez pas, on n'a pas mis la vidéo, on pourra la mettre sur la fin pour que vous voyez nos visages, mais on essaie de garder de la bande passante, vu le nombre et vu la qualité du réseau actuellement. Vous inquiétez pas, de toute façon, ce sera le PowerPoint le plus intéressant. Vous aurez nos commentaires en parallèle. Ce PowerPoint que vous retrouverez ensuite sur Webikeo et vous pourrez le télécharger. Donc vous verrez, on va essayer de faire quelque chose d'assez dynamique. Donc moi, je me présente, Christopher Silly, je suis avocat fiscaliste au sein de TGS France et je suis responsable du département fiscal et je suis accompagné d'Angèle. Bonjour à tous, donc Angèle Hardy, je suis avocat fiscal au sein du département fiscal de TGS France Avocat également. Donc, alors pourquoi cet après-midi, ces 3/4 d'heure sur la holding. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, dans nos dossiers, dans les contrôles fiscaux, dans le conseil que l'on fait à nos clients, le sujet de la holding se pose fréquemment, tant d'un point de vue fiscal. Évidemment, ce développement date de maintenant, il y a une trentaine d'années, et ça pose énormément de questions qui génèrent de la jurisprudence, qui génèrent des contentieux aussi, et puis qui génère beaucoup de questions de la part de nos clients, et je pense de vous, notamment, est-ce que j'ai un intérêt à faire une holding? Qu'est-ce qu'une holding? Quel est son régime fiscal? Qu'est-ce que je peux faire avec une holding? Et est-ce que c'est vraiment plus facile de transmettre à mes enfants via une holding? Donc, c'est tous ces sujets que l'on va voir cet après-midi. Alors, évidemment, on ne pourra pas y passer 3 ou 4 heures. On a 3/4 d'heure devant nous. Vous pouvez poser des questions sur le chat, puisque Alexia Quesada, qui est également avocate en fiscal au sein du département, répondra à vos questions en parallèle de nos discussions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, si on n'a pas eu le temps d'y répondre sur la fin, eh bien, on reviendra vers vous. Vous avez également nos adresses mail qui vous sont communiquées. Donc, vous pouvez aussi prendre contact avec nous après le Webikeo pour échanger sur vos problématiques. On démarre. Alors, je vous présente juste TGS France Avocat. Donc, TGS France est à l'origine un groupe d'expertise comptable qui s'est développé sur tous les métiers d'accompagnement aux entreprises et aux dirigeants d'entreprises. On est implanté principalement dans le Grand Ouest. Et aujourd'hui, on est entre 1500 et 1700. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais on s'approche plutôt de 1700. Et on passe de Lille, en passant par Paris, le Grand Ouest, et on descend jusqu'à un peu plus bas que Bordeaux. On a également un réseau international, 30 000 clients et à peu près 110 millions de chiffres d'affaires. Donc, on vous a mis, mais vous regarderez sur le support, les différents métiers. Donc, le droit des affaires, donc le cabinet d'avocats, on a la partie conseil, expertise comptable, audit, commissaire aux comptes notamment, et puis toutes les problématiques actuelles que sont l'IT, à savoir problématiques RGPD, conseil en système d'information, sécurité informatique, etc., etc. Donc, on estime notre raison d'être chez TGS et de pouvoir de A à Z, donc de la création jusqu'à sa transmission. On a aussi une équipe de gestion de patrimoine qui accompagne les dirigeants qui ont des besoins dans la matière. Donc, comme je vous le disais, le petit programme, qu'est-ce qu'une société holding? On ira assez vite. Les intérêts de constituer une société holding, alors évidemment, avec des intérêts qui sont fiscaux, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. On a comment constituer une holding, on ira assez vite. Là, c'est la partie technique, mais pour ceux que ça intéresse. Point sur l'évolution de la fiscalité des dividendes. Vous verrez que la holding, ça a un intérêt fiscal lorsqu'on reste dans la bulle holding, mais lorsque vous voulez sortir des dividendes de cette société holding, quelle est la fiscalité aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre de tir pour distribuer des dividendes avant un changement de président? Les limites à votre projet dans le cadre d'une holding, comment transmettre la holding, et un tout petit point rapide sur la holding animatrice, qui est une problématique liée à la technique et aux techniciens. Donc, on passera très vite avec Angèle, mais on vous en dira un tout petit mot, puisque la jurisprudence est très fournie depuis maintenant 1 an. Donc, on vous...
Euh, des petites questions parallèles. La présentation est bien partagée après la session. Ne vous inquiétez pas. Il y a un replay également dans les 24 heures. Je vois qu'il y a déjà des questions. Alexia se charge d'y répondre. Alors, on démarre. Qu'est-ce qu'une société holding? Une société holding, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Vous avez deux types de sociétés, donc des sociétés civiles, des sociétés commerciales. Une holding, ça peut être les deux, une civile, une commerciale. Le principe même de la société holding, c'est de détenir des participations dans d'autres sociétés. C'est-à-dire que vous allez avoir un associé qui va détenir une société qui, elle, détiendra différentes sociétés. Alors, la holding, ce n'est pas une forme sociale en soi, c'est vraiment une société. Après, vous déterminerez sa forme sociale, une SAS, une SARL, en fonction des besoins. Dans la majorité des cas, la société holding est soumise à l'IS. Juste pour revenir sur la genèse, des gens nous disent, est-ce que vous pouvez nous créer une holding? Et quand on leur rend des statuts de SARL, de SAS, on nous dit, mais non, mais moi, je veux une holding. Évidemment, ça ne veut rien dire une holding. Une holding, ça vient de l'anglais, vous avez bien compris, c'est détenir, c'est chapeauter. Et vous le voyez sur le schéma, la société holding n'a de sens que si elle détient des filiales. Évidemment, lorsque vous êtes en phase de transmission et que la holding cède ses filiales, on se retrouve avec ce qu'on appelle une société tiers-lire, mais ce n'est plus vraiment une holding puisqu'elle ne détient plus de participation. Donc, vraiment, retenez ça quand vous allez voir vos conseils. Une holding n'est pas une forme de société. Une holding, c'est un terme générique qu'on utilise dans la pratique. Alors, hop là, ça a été un peu vite. On était sur les intérêts de constituer une holding. Donc, sur l'intérêt des holdings, on va pouvoir en développer plusieurs. L'idée n'est pas de vous faire une liste détaillée de tous les holdings, mais de relever les intérêts principaux. Au cas particulier, on a relevé trois intérêts principaux qui sont un levier juridique, puisque vous allez pouvoir acheter des titres. Vous allez avoir un levier fiscal du fait du régime. Vous allez aussi avoir un intérêt quand vous allez vouloir céder vos titres, de constituer une tirelire, c'est-à-dire ce qui va vous permettre d'avoir en fait une enveloppe de cash dans une société pour pouvoir avoir de nouveaux projets par la suite. Alors, vous entendez parfois des mots EO, OBO, etc. Évidemment, ça a été développé, les holdings, notamment pour racheter les sociétés, puisqu'on va le voir tout à l'heure, l'intérêt fiscal est énorme. Lorsqu'on a des gros deals ou des grosses transmissions, la holding s'impose d'un point de vue fiscal. Et puis, le développement des holdings a fait aujourd'hui que lorsque vous allez voir une banque pour financer la reprise d'une entreprise, très vite, la banque va vous dire, est-ce que vous faites une holding? Elle ne se pose même plus la question de, est-ce que je peux racheter à titre personnel des parts d'une société? Très souvent, maintenant, même pour des petits montants, la banque se pose la question immédiatement de créer une holding. On va voir, il y a un effet surtout qui est fiscal, puisqu'on va bénéficier du régime mère-fille. Je vois que certains sont déjà sur ces questions-là. On y arrive rapidement, puisque c'est en effet l'intérêt des holdings. Donc, sur la partie régime mère-fille, qui est le levier fiscal de la holding, l'intérêt, qu'est-ce que c'est? C'est la société fille qui va pouvoir distribuer des dividendes à la holding. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire du résultat dans la société. Ce résultat va remonter à la société holding et vous avez un frottement fiscal très faible. Ça veut dire que vous avez dans la société fille un résultat qui est imposé à l'impôt sur les sociétés, donc 25% à compter de 2022. Et ce résultat dans la holding est exonéré d'impôt sur les sociétés, à l'exception d'une réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5%. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une imposition nette à 1,4% dans la holding. Alors, à ce niveau-là, les sommes restent disponibles exclusivement dans la société. Si vous avez la volonté de disposer des fonds à titre personnel, eh bien, il est nécessaire de pratiquer une distribution de dividendes complémentaire. Donc, qu'on soit clair, l'intérêt de la holding, c'est de créer une bulle. Cette bulle fait que toute distribution de dividendes de filles vers la société holding n'est pas fiscalisée ou très peu, comme le disait Angèle, c'est 1%. On considère que c'est epsilon, c'est neutre. Évidemment, la banque, elle y trouve un intérêt lorsque vous êtes en rachat d'entreprise, puisque vous allez racheter les titres via la holding, et la holding, elle, va récupérer des dividendes qui ne sont pas fiscalisés. Donc, évidemment, la banque est sécurisée puisqu'il n'y a pas de frottement fiscal. C'est ce qui a fait qu'il y a eu un développement important des holdings, parce que le régime
distribution mère-fille est utilisée à tour de bras et utilisée dans énormément de cas. Évidemment, Angèle, quand vous sortez à titre personnel et si vous achetez des titres d'une société à titre personnel et que vous voulez les financer auprès de la banque va vous dire vous allez devoir vous distribuer des dividendes chaque année. Et cette distribution de dividendes aujourd'hui supporte une fiscalité de 30%. Donc, la holding est incontournable pour le rachat d'une entreprise, mais c'est également incontournable pour le développement d'un groupe, puisque une société holding qui détient plusieurs participations ou qui veut développer son activité, elle n'a pas besoin d'une fiscalité de 30% qui vient lui polluer son réinvestissement, son cash. Donc la holding, son intérêt numéro un, c'est de garder dans une bulle l'intégralité des résultats sans fiscalité. Évidemment, moi j'ai des clients qui sont venus me voir pour dire je veux ma holding parce que j'ai des amis qui ont fait ça et en fait ils n'ont pas de projet derrière. Le seul projet c'est de retirer des dividendes ensuite à titre personnel. La holding n'a aucun intérêt. La holding n'a d'intérêt que si vous réinvestissez dans cette bulle de société IS, c'est-à-dire futures filiales, futurs projets, etc. Si vous retirez à titre personnel, la holding ne sert plus à rien. Alors, deuxième grand intérêt de la holding. Le deuxième intérêt que vous allez avoir dans la holding, et on est toujours sur cette idée de conserver une bulle de cash, c'est ce que vous allez avoir comme disponibilité quand vous allez céder les filiales. L'intérêt du régime qu'on appelle le régime titre de participation, c'est de vous permettre de céder une filiale, de réaliser une plus-value importante et d'avoir un frottement fiscal très faible. Alors, comment ça va se passer? Vous avez dans votre société holding, à l'actif de votre bilan, vos titres de société filiale. Ces titres-là ont une valorisation qui a été définie du fait du prix d'acquisition filiale. Au jour où vous allez décider de céder les filiales, vous réalisez une plus-value. La plus-value, elle va être constituée de la différence entre le prix de cession de votre filiale et la valeur nette comptable dans la société holding. Eh bien, cette plus-value, là encore, elle est exonérée de votre impôt sur les sociétés au niveau de la société holding. Seule sera imposée une quote-part de frais et charges qui est cette fois-ci d'un montant de 12%. Donc, ça vous fait là encore un frottement fiscal faible puisque vous allez avoir une plus-value taxée à 3,18% dans la holding. Il faut quand même se rendre compte, et souvent on a tendance à dire entre praticiens, qu'en France, on est au paradis des holdings. Pourquoi le paradis? Vous créez la société, vous rachetez une entreprise, vous la financez grâce aux dividendes de votre filiale. Ces dividendes qui remontent dans la holding ne sont pas fiscalisés. Ça dure 7 ans, 8 ans, bon bref, le temps de l'emprunt, souvent 7 ans. Et puis au bout de quelques années, par exemple au bout de 10 ans, vous décidez de la filiale. Vous déclenchez une plus-value au sein de la holding, puisque la holding, admettons, a acheté 1 million d'euros la filiale et la revend 3 millions, elle fait 2 millions de plus-value. Et ces 2 millions de plus-value, comme le dit Angèle, sont quasi exonérés puisqu'on a un peu plus de 3% de fiscalité, c'est-à-dire rien. Donc, grâce à la création de la holding, vous avez pu bénéficier d'un régime mère-fille qui vous a aidé à financer le rachat. Quand vous revendez la fille, vous êtes encore exonéré et vous vous retrouvez avec une holding tiers-lire qui dispose de fonds pour un réinvestissement. Le nerf de la guerre, il est ici. Il est sur le fait que dans la bulle holding, vous vous retrouvez avec du cash qui n'a très faiblement supporté, très faiblement supporté l'IS. D'accord? Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est le plus important. Évidemment, si sur le prix de vente de votre fille, vous souhaitez le retirer à titre personnel, eh bien, vos 3 millions que vous avez perçus en termes de prix de vente, alors 3 millions moins les 3% sur la plus-value, 3 millions, évidemment, si vous le sortez à titre perso, vous avez 30% de fiscalité sur ces 3 millions et vous laissez 900 000 euros à l'État, à l'administration fiscale, et il vous en restera 2 millions, un peu plus de 2 millions à titre perso. Mais on a plein de clients qui vendent des filles, qui récupèrent les 3 millions, qui repartent dans des nouveaux investissements, des nouveaux rachats. C'est ça les effets de levier. Donc vraiment, l'intérêt de la fiscalité des holdings, c'est toujours d'avoir des projets. Évidemment, quand on stoppe la holding, la fiscalité que vous avez décalée dans le temps survient. Bon, on vous a mis quelques petits schémas sur les opérations. Alors,
de refinancement qu'on appelle LBO pour leverage buyout et FBO pour family buyout. Vous avez aussi les OBO, hand buyout, qui concernent les rachats à soi-même, les ventes à soi-même. Vous avez bien compris que tous ces développements de schémas sont issus du régime fiscal. Dès lors qu'on a compris que moi, je détiens une société SARL qui vaut 1 million, eh bien, je vais me la vendre à une holding que je crée. Cette holding va aller emprunter à la banque. Moi, je perçois 1 million d'euros. La banque me finance. Alors, évidemment, elle me demande des garanties, mais c'est le jeu. Je perçois à titre personnel 1 million d'euros moins la fiscalité. Ma holding s'endette. Elle tire les dividendes de la société d'exploitation, rembourse la banque. Et un jour, elle vendra sa fille et l'argent arrivera dans la société holding. Tout ça avec une fiscalité extrêmement faible. Donc, on a tendance à dire que la holding, c'est le paradis en France, puisque vous avez dividendes non fiscalisés, reventes non fiscalisées. Là où vous n'êtes pas forcément dans un paradis en France, c'est la fiscalité personnelle lorsque vous retirez ces sommes. Alors, on va s'intéresser rapidement à la constitution de la holding. Alors, on peut mettre en avant deux façons de constituer une holding, soit ce qu'on appelle en filialisation par le haut, donc par un apport de titres, et dans un deuxième temps, on verra la filialisation avec les apports partiels d'actifs. Alors, sur le principe de l'apport des titres, l'associé au départ détient sa société d'exploitation, donc l'intégralité des titres, et il va apporter ces titres à une société holding. Au jour de l'opération d'apport, vous allez reprendre la valorisation de la société d'exploitation et nécessairement, dans la majorité des cas, constater une plus-value d'apport. Ça veut dire qu'on note une différence de valeur entre votre prix d'acquisition de société d'acquisition et la valeur, le jour de la valeur où vous apportez vos titres. Cette plus-value est placée en report, ça veut dire que vous n'allez pas être imposé sur cette plus-value immédiatement, mais vous allez immédiatement déclarer cette plus-value à l'administration fiscale. La plus-value sera alors taxée au jour de la cession de la holding. C'est hyper important. En effet, on a deux techniques par utilisation par le haut. L'apport qui ne génère pas de cash. Vous apportez, vous échangez vos titres de votre société avec les titres d'une société holding. Vous la raccrochez. Entre vous et la société, vous mettez une holding. Comme dit Angèle, ça entraîne une plus-value en report d'imposition, c'est-à-dire que la plus-value, on la calcule au jour de l'apport et on la met dans votre feuille d'impôt. Donc, elle reste sur votre feuille d'impôt jusqu'à temps qu'elle soit imposable. Il y a une autre technique qui existe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les fameux LBO, FBO, OBO, c'est-à-dire que en fait, vous pouvez carrément vendre les titres si vous voulez faire une opération de cash. Vous détenez les titres de votre société, vous les vendez à votre holding et à ce moment-là, la holding va détenir la fille, sauf que là, il y aura eu une opération de cash avec une fiscalité qui sera immédiate. Je vous rappelle une règle simple que vous pouvez retenir. Lorsque vous touchez du cash, la fiscalité passe. Lorsque c'est une opération comme ou un apport qui ne génère pas de cash, la fiscalité n'est pas due. On a précisé les conséquences de la cession de la holding. Ça veut dire qu'on vous met en avant le report d'imposition qui est mis en place du fait de l'apport et du fait de la constitution de la holding. Au jour où vous cédez la holding, évidemment, la plus-value va être imposée. Donc, le report va tomber. Vous êtes imposé aujourd'hui à la flat tax et la plus-value entre l'apport et la holding sera aussi imposée. Attention, il faut nécessairement que les titres soient conservés 3 ans. C'est-à-dire que si vous ne conservez pas les titres 3 ans, votre report tombe immédiatement. Il faut quand même noter que, contrairement aussi à ce qu'on peut entendre, une holding n'est pas un système d'exonération de la fiscalité. Ça, c'est faux, ça n'existe pas. La holding permet, lorsqu'on fait un apport de titres notamment, ce qui est le cas majoritaire, de décaler. Vous décalez la fiscalité, vous décalez le paiement de la plus-value. Vous n'exonérez pas. La holding n'est pas un outil d'exonération, c'est un outil d'optimisation de décalage. Alors, la seconde manière de c'est ce qu'on appelle les apports partiels d'actifs. Là, l'idée, c'est que votre société d'exploitation va devenir votre société holding. C'est-à-dire que vous allez créer une nouvelle société, enfin votre société d'exploitation va créer une nouvelle société à laquelle vous allez apporter votre activité. Donc, c'est votre société qui devient votre société holding. C'est un cas plus rare, c'est ce qu'on voit dans les groupes
de sociétés où on a besoin de filialiser des activités. C'est assez technique et on voit ça plutôt dans les groupes d'entreprises. Petit point qui nous tenait à cœur aussi, parce que c'est quand même compliqué parfois d'expliquer à nos clients et même à tout citoyen, puisque là c'est une question citoyenne, c'est quelle est la fiscalité des dividendes. Évidemment, c'est politique. La fiscalité n'est que politique. On vous a mis les 3 mandats Sarkozy, Hollande, Macron. On a essayé d'estimer à peu près la fiscalité des dividendes telle qu'on l'appliquait. Alors moi, j'ai bien connu les 3 mandats tels qu'on l'appliquait à l'époque. Vous savez que Emmanuel Macron, c'est 30%. C'est 12,8 d'impôt sur le revenu, 17,2 de prélèvements sociaux. François Hollande, lui, il n'était pas sur un système forfaitaire, il était sur un système lié au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Je vous rappelle que le barème, on part de 0, on passe par 11, on monte à 30%, puis 41%, puis 45%. Avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, on peut même monter à 49%. Donc évidemment, les dividendes sous le mandat de François Hollande ont été extrêmement taxés puisqu'on montait quasiment à 42% de fiscalité, quand aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, on est à un critère de 30%, que ce soit 1 euro ou 1 million d'euros. On est dans la politique. Emmanuel Macron, flat tax. François Hollande, je veux rapprocher la fiscalité du travail de la fiscalité du travail et la fiscalité des dividendes, la fiscalité du capital. Nicolas Sarkozy, ça a été un espèce d'entre-deux. Vous voyez les évolutions entre quand il est arrivé au pouvoir en 2007 avec première loi de finances 1er janvier 2018, où on avait un taux qui était à 20% avec des prélèvements sociaux à 11%. Et puis, rappelez-vous la crise financière qui passe par là. Et en 2012, quand il quitte le mandat de président de la République, on se retrouve avec des prélèvements sociaux qui ont largement augmenté. On est passé de 11 à 13,5%. Et on se retrouve avec une fiscalité des dividendes qui est repassée à 32,5%. Bref, pourquoi on vous montre ça? Parce que la plupart de nos clients nous disent on ne veut pas payer la fiscalité sur les dividendes actuellement. On estime qu'on verra ça plus tard quand il y aura des meilleurs jours, on va dire. Sauf qu'il faut bien noter aujourd'hui qu'en ce moment, là, à l'heure où on se parle, encore pour l'année 2021, la fiscalité dividende, c'est 30%. C'est pas plus, c'est pas moins. Ça veut dire qu'on incite quand même beaucoup de nos clients qui ont stocké de la trésorerie, qui n'en ont pas besoin dans le cadre de réinvestissement, à la sortir, cette trésorerie, parce que vous risquez quand même demain, s'il y a un changement, et même si c'est le même président, que la flat tax augmente, passe à 31, 32, 33, et pourquoi pas plus encore. Et à ce moment-là, le fait d'attendre vous aura peut-être pénalisé au plan fiscal. Donc nous, on a un parti pris, c'est un conseil, vous le prenez pas, qui est de dire actuellement, il faut se poser la question de ressortir des liquidités de la holding. Je note que ce qu'on vous met sur la fiscalité des dividendes, c'est hors le cas des dividendes en matière de gérant majoritaire TNS, qui ont une règle spécifique liée aux cotisations sociales. C'est un cas particulier, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, mais on ne peut pas tout traiter dans ce même webinaire. Retenez quand même que pour ceux qui sont en SAS et même ceux qui ont des sociétés même cotées, tous ceux qui perçoivent du dividende, aujourd'hui c'est 30%, et quand vous voyez l'historique des 15 dernières années, vous voyez que c'est peu cher par rapport à ce qui nous attend dans les années à venir, à mon avis. C'était le petit point dividende et alors la question qui se pose, c'est les limites. Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez faire avec votre holding lorsque vous avez de la trésorerie? Le sujet qui se pose là, c'est on a constitué une enveloppe de cash, donc c'est très bien, on a cette bulle avec nos liquidités, mais quels sont vraiment vos projets? Et on a des remarques sur des acquisitions de résidences secondaires ou des acquisitions de biens. Alors, il faut être très clair. L'argent que vous allez avoir dans cette société holding, elle doit être utilisée dans l'intérêt de la société holding. Donc, si vous avez pour projet des investissements dans une activité économique, des investissements pour de l'immobilier locatif, du placement, on n'aura pas de sujet particulier.
Par contre, ça ne peut pas être des dépenses personnelles. Donc, on ne peut pas être sur l'acquisition d'une résidence principale, sur l'acquisition d'une résidence secondaire. On ne peut pas mettre en place des investissements personnels. Alors, encore ce matin, j'avais un client au téléphone qui me dit, il est peut-être parmi nous d'ailleurs, est-ce que je peux acheter avec ma holding qui a de la trésorerie ma résidence principale? Techniquement, vous pouvez, mais simplement, ça ne peut être que de la location. C'est-à-dire que c'est la société qui détient votre résidence principale et la société, elle ne peut pas faire de cadeaux. Ça s'appelle un abus de biens sociaux sinon. Donc, la société devra, vous, même si vous êtes actionnaire et dirigeant, elle devra vous louer à un loyer de marché cette maison. Ce n'est pas en tant que telle une résidence principale ou une résidence secondaire, puisque c'est la propriété de la holding. Donc évidemment, certains vous conseillent de ne pas sortir la trésorerie de la holding pour éviter les 30% de fiscalité et vous disent, achète ta résidence via la holding. Techniquement, why not? Pourquoi pas? Sauf que vous devrez vous verser un loyer de marché pour l'occupation que vous avez de ce bien. Et là, je vous dis, avis personnel, ça n'engage que moi et Angèle, on ne conseille pas de mettre des résidences principales dans les holdings pour une raison très simple, c'est que je vous rappelle que les résidences principales sont exonérées de plus-value et qu'aujourd'hui, dans un marché de l'immobilier qui s'enflamme, tout le monde est bien content de vendre sa résidence principale sans aucune fiscalité, alors même que des plus-values gigantesques sont parfois réalisées. Lorsque vous êtes holding, vous n'avez pas ce régime-là. Et puis, d'un point de vue protection, code civil, lorsqu'il y a un décès, le conjoint survivant a toujours des droits renforcés sur la résidence principale que vous n'aurez pas si cette résidence principale est située dans une holding. Donc, on peut en débattre des heures, mais nous, on ne vous compte pas la résidence principale dans la holding. Je reviens sur les dépenses personnelles. Franchement, là, c'est nous qui gérons les contentieux. On en a sur nos bureaux actuellement. Tous ceux qui passent des frais n'ont rien à voir avec l'activité, n'ont rien à faire dans la holding. Alors, on va vous dire, oui, bon, c'est pas grave, j'ai passé mes fringues du week-end dans la holding. Au pire, on me fera rejeter la charge. Alors, oui, l'administration fiscale, dans le cadre des contrôles, rejette la charge au niveau de la holding, mais elle fait plus. Elle considère que vous avez utilisé des fonds de la holding à titre personnel. Et dans ces cas-là, elle a une arme qui s'appelle les revenus réputés distribués. Elle considère que pour la valeur des biens avec la holding, cette valeur, donc admettons 500 euros de fringues, hein, pour ces 500 euros, ils les remettent dans votre feuille d'impôt. Ils considèrent que c'est du dividende fictif que vous avez prélevé indirectement en utilisant la holding pour acheter des dépenses personnelles. Donc là, on a le cas, vous avez de la jurisprudence sur certaines maisons qui ne sont pas louées aux dirigeants et aux associés, et donc l'administration considère que c'est pour les besoins personnels du dirigeant, et donc elle remet la valeur du bien à titre personnel. Elle considère qu'en fait, vous avez utilisé des fonds de la holding pour du perso, d'où l'intérêt de se mettre un loyer de marché. Et là, on a encore le cas sur des véhicules, hein, quelqu'un qui a utilisé beaucoup de véhicules, en tout cas qui les a achetés via sa holding, qui n'a rien à voir avec l'activité de la holding, qui en fait est sa passion. Il pensait qu'on allait lui rejeter les charges, etc. Et en fait, pas du tout. On lui a dit, OK, ça c'est point numéro 1 au niveau de la holding, mais point numéro 2, on vous intègre la valeur de ces véhicules dans votre feuille d'impôt, considérant que c'est comme si vous aviez appréhendé les sommes au sein de la holding. Et si vous aviez appréhendé les sommes, vous auriez fait du dividende. Donc, on vous taxe en revenus réputés distribués. Je vous invite à aller voir sur Internet cette notion avec des majorations un peu dans tous les sens. Donc, sincèrement, à manier avec précaution. Lorsqu'on a un contrôle fiscal sur une holding, c'est très simple pour l'administration. Elle prend le compte de résultat, chiffre d'affaires, bon, c'est facile, et après, elle prend toutes les charges. Et elle regarde ligne par ligne si c'est justifié. Et évidemment, souvent, elle trouve quelques petites choses. Alors, l'autre intérêt qu'on a relevé pour la société holding, c'est la possibilité d'anticiper la transmission de son patrimoine. Aujourd'hui, votre société holding, une fois qu'elle est constituée de cette bulle notamment de liquidité, il est possible de mettre en place des mécanismes qui vont vous permettre d'anticiper votre transmission. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va démembrer les titres de la société holding et l'idée va être de transmettre la nue propriété des titres à vos enfants. Alors, pourquoi procéder à ce type de donation? Eh bien, d'abord, puisque le fait de donner la nue propriété va vous
avez le contrôle sur la structure. Et également, puisque en procédant à une donation en nue propriété et non en pleine propriété, vous allez diminuer la valeur transmise, alors même qu'au jour de votre décès, la pleine propriété se reformera sur la tête de vos enfants. Alors attention, ça se reforme sur la tête de vos enfants si c'est vous qui décédez, mais dans le cas où vos enfants décèdent, c'est leurs enfants qui héritent de cette nue propriété. Sur la valorisation de cette transmission, eh bien, si vous donnez la nue propriété, le barème et la valorisation de la nue propriété est défini par les textes fiscaux. Vous vous rappelez, enfin, certains se rappellent que le Code civil de notre ami Napoléon, mais l'usus, le fructus et l'abusus, donc usus, le droit d'utiliser, fructus, le droit d'avoir les fruits, abusus, le droit de vendre, vient plutôt de l'Empire romain. C'est pour ça que c'est en latin. Et on a 3 propriétés dans la pleine propriété. C'est ces 3 propriétés qu'on vous a affichées. Usus fructus forme l'usufruit, l'abusus forme la nue propriété. Évidemment, ça a un intérêt de transmettre que la nue propriété à vos enfants. Bah pourquoi? Parce que quand vous voyez le petit barème qui est en face, si vous avez entre 50 et 60 ans, la nue propriété vaut 50% de la pleine propriété et l'usufruit vaut 50. Je prends un exemple très simple. Vous avez une entreprise qui vaut 1 million d'euros. Si vous transmettez en pleine propriété, vous allez payer des droits sur 1 million d'euros. Si vous transmettez que la nue propriété, vous allez payer des droits que sur 500 000. Et comme l'usufruit est assez important, puisque vous avez à la fois le droit d'utiliser, le droit de les revenus, le droit de travailler, le droit de voter, eh bien, vous trouvez une certaine forme d'alliance entre une optimisation fiscale tout en conservant le contrôle effectif de la société. Donc, la plupart du temps, notamment sur les SCI, mais aussi sur les holdings et sociétés d'exploitation, on peut voir une transmission en nue propriété au profit des enfants, à charge pour les parents de conserver l'usufruit. Comme dit Angèle, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que si 10 ans plus tard, ce qui valait 1 million d'euros vaut 15 ou 20 millions d'euros, dès lors que vous avez transféré la nue propriété, au jour du décès de l'usufruitier, on ne reviendra pas sur la valeur de l'entreprise. Vous avez transféré la nue propriété, l'usufruit s'éteint du fait du décès, ça revient au nu propriétaire et le nu propriétaire ne paye rien d'autre. Donc, il aura payé des droits sur la base de 500 000 le jour de la donation, alors même qu'il récupère au jour du décès ce qui vaut 15 millions d'euros. C'est gigantesque, c'est la meilleure arme d'optimisation. Alors pourquoi coupler à une holding? Parce que lorsqu'on a des sociétés, enfin des clients qui ont plusieurs sociétés, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous vous doutez bien qu'organiser 6 ou 7 transmissions parce qu'on a 6 ou 7 sociétés, c'est plus compliqué que d'organiser une transmission au niveau de une seule holding. D'accord? Une holding, un seul statut, une seule transmission. Si vous avez 5 sociétés que vous détenez en direct, ça veut dire gestion de 5 transmissions, modification juridique de 5 sociétés. Donc la holding a ce pouvoir de centraliser toutes les sociétés d'exploitation et de pouvoir organiser une transmission d'un groupe au sein d'une seule et même structure. Alors, en complément, on vous a remis le barème des droits de donation, parce que l'idée, c'est quand même de vous rappeler que vous avez un abattement de 100 000 euros par parent, par enfant, tous les 15 ans. Donc, nécessairement, plus vous allez commencer à transmettre votre patrimoine tôt, plus vous allez avoir de chances de renouveler l'abattement de 100 000 euros. Là aussi, petit historique, on disait tout à l'heure qu'on est dans le paradis fiscal des holdings en France, puisque vous avez compris que tout ce qui circule dans la bulle n'est pas fiscalisé. On a vu tout à l'heure que les dividendes, on était aux alentours de 30 à 40%. Et vous voyez que les droits de donation qui est le même barème que les droits de succession, vous arrivez très vite à 20%, hein, puisque à partir de 15 000 euros par bénéficiaire jusqu'à 500 000, on est à la tranche des 20. Et puis si vous montez plus loin, vous montez tout de suite à 30, 40 et 45%. Donc les droits de donation et de succession en France sont très, très, très forts. Évidemment, on a un dispositif, on en fera d'ailleurs un webikeo sur le sujet, qui est sur le pacte Dutreil, instrument extrêmement puissant que l'on utilise systématiquement dans les transmissions familiales. Le pacte Dutreil est créé il y a 20 ans maintenant pour dire, lorsque un parent transmet une entreprise à son enfant, on lui fait une décote de la valeur de 75%. C'est-à-dire qu'une
une entreprise qui vaut 1 million d'euros, grâce au pacte du trade, on va pouvoir la fiscaliser en termes de transmission que sur 250 000. C'est un super instrument que beaucoup de pays nous envient, qui n'est pas encore remis en cause et qui tourne relativement bien, même s'il y a plein de choses trappes, et qui vient atténuer ce barème des droits de donation et des droits de succession qui est extrêmement fort. On a mis une petite simulation qui reprend ce qu'on vient de se dire. On a fait l'hypothèse d'une société à 1,5 million. C'est un couple de moins de 51 ans avec un seul enfant. À titre d'exemple, pour transmettre 1,5 million de valeur, si on fait une donation en nue propriété, les droits de donation s'élèveront à un peu plus de 76 000 euros. Donc, c'est vraiment peu par rapport au patrimoine transmis. On n'a pas impacté le Dutreil. Vous avez bien compris que c'est un sujet à part entière. Et on y reviendra dans un prochain Webikeo. Alors, le dernier sujet, alors je sais que vous êtes peut-être un peu frustré, 3/4 d'heure, ça va vite sur les holdings, vous avez plein de questions, je vois qu'Alexia, elle essaye de répondre à beaucoup. Le dernier point, c'est les holdings animatrices. Là aussi, la holding animatrice, c'est un concept. C'est un concept purement fiscal. On a tendance à dire, est-ce que ma société holding est pure ou est-ce qu'elle est animatrice? J'essaye de faire simple. Aujourd'hui, une société pure, c'est une société holding qui détient des participations et qui ne fait rien d'autre. D'accord? C'est un véhicule d'investissement, point barre. La holding animatrice, c'est autre chose. La holding animatrice, c'est je détiens des titres, mais j'ai autre chose. C'est-à-dire que je gouverne le groupe. J'ai des services supports. J'ai le RH, la compta, j'ai des prestations de services qui sont réalisées, même si ce n'est pas un critère qui suffit. N'empêche que c'est une société en tant que telle qui dirige tout un groupe. Et évidemment, ce point-là est intéressant au plan fiscal, car au plan fiscal, ça permet de bénéficier de différents dispositifs. En effet, si vous avez une qualification de holding animatrice, ça voudra dire que vous pourrez bénéficier d'un pacte du trade sur les titres de la holding, vous pourrez bénéficier d'un dispositif départ à la retraite sur les titres de la holding, etc., etc. Donc, tout le monde, et vous êtes peut-être concerné, recherche cette qualification d'holding animatrice qui est un peu le Graal au plan fiscal parce que ça nous simplifie la vie. Malheureusement, et on ne va pas y passer des heures, on vous a mis 7 ou 8 arrêts dans ces 7 ou 8 arrêts, toutes les jurisprudences qu'on passe de la Cour de cassation aux cours de Paris, notamment, qui sont des grosses cours d'appel, donnent raison à l'administration fiscale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de définition en tant que telle très précise de la holding animatrice. Ce qui fait que nous, dans les dossiers, on considère que la holding A est animatrice, on bénéficie de dispositifs du trade, départ à la retraite, etc. Un contrôle fiscal passe par là 2 ans après et le contrôleur nous dit « Excusez-nous, mais pour nous, vous n'êtes pas une holding animatrice. » Et donc, on vous remet en cause le dispositif du trade, départ à la retraite, etc. Ce sont des drames d'un point de vue fiscal parce que c'est des montants astronomiques qui sont réclamés dans le cadre du redressement. Donc, entraîne des contentieux. Et donc, c'est pour ça qu'en quelques mois, vous avez vu déjà le nombre de jurisprudences qui tombent. Sauf qu'en ce moment, le juge est du côté de l'administration fiscale et a tendance à dire qu'une holding animatrice, clairement, il faut s'accrocher avant d'arriver à d'animatrice. Donc, il y a d'autres systèmes pour pallier à ça. On ne peut pas tout vous dire aujourd'hui. Mais si on vous dit, via des conseils, via des notaires, des experts comptables, des avocats, non, mais ta holding est animatrice, sincèrement, reposez-leur bien la question et dites-leur, est-ce que vous êtes sûr qu'au vu des dernières jurisprudences, ma holding de groupe est bien une animatrice? Parce que même nous, chez nos clients, le sujet est clairement délicat. Et les enjeux sont trop importants pour que à côté. Je vois plusieurs questions qui passent sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'on liquide une holding. Évidemment, lorsque vous faites une dissolution, liquidation ou lorsque vous faites une distribution de dividendes, la fiscalité est toujours la même. C'est la flat tax, c'est les 30%. Sauf pour les SARL TNS qui ont un régime spécifique mais qui s'approchent quand même de ce régime-là. Il n'y a pas d'optimisation miracle.
La fiscalité, vous l'avez décalée avec la création de la holding, ça c'est clair. Mais lorsque vous récupérez le cash à titre personnel, eh bien, dans ces cas-là, vous prenez la fiscalité. Alors, il y en a toujours qui essayent de vous trouver des optimisations un peu farfelues, mais en pratique, sur les textes, vous n'échapperez pas à la fiscalité. Et quant au droit de partage, parce que je vois aussi plusieurs questions sur le droit de partage, et Alexia vient d'y répondre. Le droit de partage, c'est lorsque vous liquidez une société et qu'il reste des sommes au sein de cette société. Dans ces cas-là, vous appliquez un droit de partage de 2,5%. C'est une fiscalité en plus des 30%. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur les holdings. Je pense qu'il faut retenir un point. La holding, c'est pour vous créer une bulle. Dans cette bulle, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, des conventions de trésorerie, des remontées de dividendes. Vous allez pouvoir vendre des filiales, en racheter, etc., etc. Tout ça dans une fiscalité qui est franchement inexistante. Ce n'est pas les 1% du régime Murphy et les 3% du régime titre de participation, la fameuse niche copée, qui va vous polluer dans vos développements. Donc, on a des clients qui partent de pas grand-chose, qui créent une société holding, qui créent des filiales, qui développent. 20 ans après, ils se retrouvent à la tête d'un groupe qui peut faire 20, 30 ou 40 millions d'euros. Évidemment, quand ils liquident tout ça, la holding se retrouve avec une tirelire de 20 ou 30 ou 40 millions d'euros. Mais retenez bien que ces sommes appartiennent à la holding. Et donc, si vous voulez les retirer, vous échapperez pas, ou en tout cas, sauf solution un peu scabreuse, vous n'échapperez pas à la fiscalité des dividendes. Et donc, je répète, parce que ça, c'est mon caractère, si vous avez beaucoup de trésorerie dans vos sociétés et que vous estimez que la fiscalité sera plus faible demain, moi, je vous invite à vous reposer la bonne question, parce que je n'ai pas la sensation que lors des prochaines élections, la fiscalité des dividendes va diminuer. Je dirais même que lorsque Emmanuel Macron a mis la flat tax en place, il y a eu deux unes. La une du Times où on a considéré que c'était un très bon président, ça c'était du côté des États-Unis, vous vous doutez pourquoi. Et de l'autre côté, on a eu un rapport de l'OCDE qui nous a dit que Emmanuel Macron était le président des riches. Donc, vous sentez bien que c'est un sujet, la flat tax à 30%, je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus bas que 30%, il suffit de regarder l'histoire. Voilà. On vient de mettre en ligne le PowerPoint, ça veut dire que normalement, à partir de maintenant, vous pouvez télécharger la présentation qui vient de vous avez pu visualiser durant nos explications. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions ou des dossiers que vous voulez traiter. On est à votre disposition via nos adresses mail pour revenir vers vous. On espère que ça vous a plu. Évidemment, c'était très court, 3/4 d'heure, c'est très compliqué. On est obligé de tenir le timing. Mais on vous a donné les grandes lignes. Après, à chacun de rentrer dans le détail. En tout cas, n'hésitez pas à vous poser la question de créer une holding. C'est un superbe outil d'optimisation fiscale. Merci à vous pour votre écoute et on vous souhaite une excellente après-midi. Merci, à bientôt. Au revoir.